Donc, comme vous voyez à l'écran, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Québec, c'est important de le mentionner cette fois, dans la merveilleuse équipe du récit, donc le Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Je vais laisser mes collègues vous expliquer plus en détail ce qu'est le récit, juste pour vous dire que j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années dans la région de Québec, donc la capitale, avant de faire 2 années au ministère de l'Éducation et de finalement rejoindre cette merveilleuse équipe du récit. Donc, voilà pour mon petit pédigree. Je passe la parole à Marjorie Paradis. Oui, donc bonjour tout le monde, conseillère pédagogique dans cette même équipe qu'Annie. J'ai un historique qui ressemble beaucoup, là, donc j'ai enseigné l'éthique et culture religieuse ici au niveau secondaire, dans le fond, donc des adolescents plutôt, dans la région de Québec, donc ville de Québec même. Puis oui, je prends peut-être un petit 30 secondes pour dire que le récit, hein, c'est un réseau de conseillers et de conseillères pédagogiques qui sont dispersés à travers le Québec, le grand territoire du Québec, dans différents centres de services scolaires. Et puis nous, notre mandat, c'est d'accompagner le réseau, accompagner les profs, les enseignants à intégrer le numérique pour l'apprentissage des jeunes. Donc, exploiter la valeur ajoutée du numérique pour l'apprentissage. Ça ressemble beaucoup à ça, mais on a aussi un mandat qui est vraiment lié à la citoyenneté à l'ère du numérique, donc des pratiques éthiques, la réflexion, etc. Puis d'ailleurs, cette présentation-là qu'on vous offre aujourd'hui s'inscrit vraiment très bien dans ce mandat-là. Alors, voilà. Et puis Jean-François, je te passe la balle. Merci Marjorie, Jean-François Mercure. Je suis aussi conseiller pédagogique dans la super belle équipe du Récit national pour le développement de la personne. Petite histoire, petite différence avec mes deux collègues. Je proviens du milieu primaire, donc j'ai enseigné en sixième année à des jeunes de 10, 11, 12 ans pendant près d'une quinzaine d'années avant d'être conseiller pédagogique avec la belle équipe du Récit. J'ai aussi fait une maîtrise en sciences de l'éducation où je me suis questionné sur justement cette compétence éthique à travers le profil de formation initiale des futurs enseignants. Donc, voilà pour le petit pedigree. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous. Vous pouvez faire la petite présentation qu'on a à faire ce matin. Puis, je suis vraiment impressionné de voir l'étendue de cette présentation, l'étendue géographique de cette présentation ce matin. Je suis Vraiment. impressionné. Juste avant de réellement débuter, on tient à vous dire que, on a quand même cette habitude-là, comme Jérôme le disait, d'animer en ligne. Donc, caméra ouverte, caméra fermée, c'est vraiment libre à vous. On est quand même content d'avoir des rétroactions non verbales, mais ceci étant dit, comme les heures diffèrent tant, si vous vous sentez fatigué, c'est bien correct comme ça. Hem N'hésitez jamais à poser vos questions. Vous pouvez utiliser le clavardage, vous pouvez allumer votre micro, nous interrompre parce qu'il n'y aura pas de période de questions à la fin. Et puis, on ne laisse pas de temps nécessairement pendant un temps précis pour les questions. Au contraire, on aimerait ça que vous réagissiez au fur et à mesure de nos propos. Alors voilà, n'hésitez pas, on est trois, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir avoir des yeux et des mains partout. Donc, sur ce, je vous présente nos intentions aujourd'hui, hein. Donc, cette présentation, elle a 2 intentions principalement, c'est-à-dire, d'une part, comprendre les impacts environnementaux qui sont associés au numérique, parce qu'on commence à en parler de plus en plus, et je salue cette initiative-là, Jérôme, et Marc, d'avoir lancé cette semaine sur l'éco-citoyenneté. Ça fait de plus en plus partie des discours, mais qu'en est-il réellement? Donc, on va essayer de regarder ça plus spécifiquement et puis ensuite, ben, proposer des leviers, hein, pour augmenter notre pouvoir d'action, parce que ça peut être drôlement anxiogène de regarder, toutes les statistiques qu'on va vous présenter ce matin, mais qu'est-ce qu'on peut faire en regard de ça comme individu? Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme, professionnel du milieu de l'éducation, pour ce qui est de l'impact environnemental du numérique? Donc, voilà. Hem Petit aparté, on tient à vous dire que c'est un monde qui est évidemment en ébullition, que ce soit le monde du numérique proprement dit, mais la situation environnementale en lien avec le numérique, par le fait même. Et donc les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui, oui, certains sont associés au Québec, beaucoup sont associés à l'Europe, même au monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres bougent énormément, qu'il n'y a pas toujours des statistiques disponibles à la minute près. Donc, c'est quand même important. Si vous avez trouvé un autre chiffre ou que la statistique que vous voyez à l'écran n'est pas celle que vous avez lue cette semaine, c'est normal. Oui, puis j'aurais envie d'ajouter, Annie, hein, qu'on est conseiller pédagogique. Hein. Nous, notre intention ce matin, c'est d'allumer une étincelle, une réflexion par rapport à ce que Annie mentionnait quelques minutes plus tôt, mais dans notre rôle de conseiller pédagogique.
et non de chercheurs scientifiques précis à la mesure de l'empreinte écologique des usages du numérique. Voilà. Alors, on avait envie rapidement là, de camper un peu la présentation dans le contexte. Nous, on œuvre au Québec pour le système d'éducation québécois. Puis, il y a une grande réflexion qui a été amorcée il y a peut-être 5 ans sur l'utilisation du numérique dans le monde de l'éducation. Tout plein de publications ont été faites par des instances gouvernementales en lien avec l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques. De ça est sorti un cadre de référence de la compétence numérique, comme c'est arrivé dans plusieurs organismes, voire plusieurs pays, nations, organisations. Mais la nôtre, elle a une petite particularité, puis on voulait prendre quelques secondes pour vous en parler. À la diapo suivante, on vous présente cette fameuse compétence numérique. Elle est articulée autour de 12 dimensions, puis en regardant les titres des différentes dimensions, vous allez voir qu'il y a des thèmes qui sont relativement convenus dans certaines compétences numériques que vous avez pu voir à travers vos différents parcours. Ce qui nous intéresse, nous, ce matin, puis on avait envie de vous présenter plus formellement cette particularité-là de cette compétence numérique-là qui est propre au Québec, c'est-à-dire qu'en son centre, la dimension principale qui touche à toutes les autres dimensions, c'est celle du citoyen éthique, agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, oui, utiliser le numérique pour, comme le disait tout à l'heure Marjorie, hein, une valeur ajoutée, mais toujours prendre le temps de se questionner sur les enjeux qui sont en lien avec le numérique et avec les usages qui nous concernent par rapport au numérique. Donc, cette dimension-là d'agir en citoyen éthique, elle est vraiment au cœur de la réflexion qui mène à la présentation de ce matin, ce midi, / ce soir. Oui, donc en fait, l'objet de cette présentation, c'est bien sûr de s'intéresser à l'impact du numérique sur l'environnement. Et puis, donc, vous verrez qu'il y a des grandes tendances qui vont se dégager, comme quoi l'impact du numérique peut être catégorisé en 3 grands axes. Là. Donc, d'une part, la consommation énergétique en soi de nos appareils. Par ailleurs, la consommation de ressources qui sont non renouvelables, comme par exemple les métaux qui entrent dans différentes composantes de nos appareils. Puis également, le déplacement de terre qui est nécessaire justement pour extraire ces matières premières-là. Donc, vraiment, vous allez voir ça revenir sous une forme ou une autre durant la présentation, mais c'est quand même un moment aussi d'entrée de jeu pour nommer le fait que c'est pas si facile que ça pour nous, les humains, nous, les citoyens, d'accepter puis d'avouer cet impact environnemental-là. Puis comme tu le disais, Annie, hein, même ça peut être un petit peu anxiogène d'y réfléchir, puis on préfère parfois faire un petit peu l'autruche puis fermer les yeux sur ce genre de données-là. Puis ça, ben, il y a 3 grandes raisons qui expliquent ça. Ben, c'est que d'une part, on a souvent l'impression un peu à tort qu'on pourra changer on pourra avoir un impact sur les changements climatiques, puis un impact positif sur l'environnement par un recours massif puis un recours grandissant au numérique. Donc, on a souvent l'impression que c'est une solution envisageable puis une solution positive, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, étant donné que les appareils sont de plus en plus petits, voire même invisibles, hein, si on pense aux nuages, au cloud, ben, c'est qu'on a, on a parfois de la difficulté à bien en saisir les impacts puisque petits. Or, on verra aussi que parfois, ça peut nous tromper. Puis finalement, ben, comme ces appareils-là deviennent tellement un prolongement de nous de par les applications qu'on utilise, puis de par les multiples usages qu'on en fait au quotidien, ben, ça devient un peu frustrant, voire même difficile puis douloureux là, de se rendre compte de leur impact, puis d'envisager la potentialité ou l'obligation même de diminuer ces usages-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, ben, parfois, notre lecture est un petit peu biaisée sur l'impact de nos usages du numérique sur l'environnement. La présentation s'appelle Empreinte digitale. Bien sûr, on voulait réfléchir à l'empreinte carbone de nos usages du numérique. On l'a réfléchi là, à travers 2 axes, bien sûr, l'équipement qu'on doit se produire pour utiliser ce numérique-là, les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, mais aussi tous les appareils qui sont disposés pour qu'on puisse utiliser ces fameux appareils-là, donc les centres de données, tout le câblage qui nous sert, qui va venir supporter
ce réseau-là. Puis bien sûr, les actions les actions qu'on va porter, qu'on va faire avec ces appareils-là. Donc, envoyer des courriels, stocker des photos, regarder des vidéos, écouter de la musique. Bref, toutes les actions qu'on va faire avec nos appareils numériques, c'est ce qui va laisser la fameuse empreinte digitale. Participer à des formations sur l'empreinte environnementale du numérique, etc. Donc, on a, comme Jean-François vous le disait, on a construit la présentation autour de ces deux grands axes. Alors, commençons donc par le poids des équipements. Et là, vous allez voir, on entre dans ce fameux monde des chiffres avec une série de statistiques qui sont, vous allez voir, c'est un fait dans le coin de l'écran. Donc, première statistique, c'est la production qui a le plus fort impact environnemental. On estime qu'environ 85 de la pollution va être causée par la production d'appareils électroniques, que ce soit on parle de toutes les étapes à ce moment-là, là. Donc de l'extraction jusqu'à l'assemblage final. Et dans ces assemblages-là, il faut calculer les usines qui vont parfois utiliser des produits chimiques dépendant de leur investissement parce qu'on s'entend, là, ils n'ont pas tous le même investissement et ils ne sont pas commis de la même façon par rapport à leur engagement à l'environnement. Donc, certaines usines, certaines compagnies vont utiliser plus de produits chimiques que d'autres. Il ne faut pas toutes les mettre sur le même pied d'égalité, mais quand même, ça fait partie de ces statistiques-là. Donc, c'est la production qui a le plus fort impact. C'est assez logique quand on y pense. Les technologies qu'on utilise sont assemblées avec des matériaux spécifiques, des matériaux parfois rares, des minerais rares, des terres rares qu'on va utiliser. Donc, c'est simplement de s'arrêter quelques secondes pour se rappeler qu'afin d'extraire ces minerais qui sont si importants dans la composition de nos différents appareils-là, malheureusement, ce n'est pas une mine dans laquelle on va facilement extraire une grande quantité de ça. Il faut déplacer, excaver beaucoup, beaucoup, beaucoup de terre pour aller chercher ces minerais qui sont plus rares, en fait. Donc, c'est une simple réflexion. Donc, 34 kg de roches devront être déplacés pour aller chercher un petit 100 g de minerais qui va nous aider à faire fonctionner nos différents appareils. Ici, on vous présente une carte. Dans le fond, ce n'est pas tout à fait sorcier. C'est de réaliser que ces différents minerais-là, ils sont distribués géographiquement un peu partout sur la planète Terre, puis que certains pays en sont propriétaires. Puis donc, il faut aller extraire, bien sûr, mais ensuite de ça, il faut faire voyager tous ces composantes-là, tous ces minerais relativement rares-là, pour l'étape de la production. Tout à l'heure, Annie parlait des différentes étapes de production, c'est-à-dire planifier l'extraction des différents matériaux pour ensuite tomber en mode production, puis ensuite transport, ensuite utilisation, ensuite éventuellement recyclage. Mais ici, on se permet d'insister vraiment sur le caractère très distribué de ces différentes ressources-là qui amènent des enjeux écologiques, bien sûr. Des enjeux écologiques puis des enjeux humains aussi parce que vous comprendrez en voyant la carte là, que ce n'est pas partout qui ont les mêmes conditions de travail. Donc, parfois, ça peut se faire même dans des conditions qui sont dangereuses. Alors, c'est quand même à avoir dans notre angle mort quand on y réfléchit. Ce qui est intéressant de savoir, petite statistique là, intéressante, en plus de son processeur et de son disque dur, c'est la fabrication de l'écran qui demande le plus d'énergie et de terres rares. Ce qui fait en sorte que pour un même ordinateur, si on prend par exemple un MacBook de 13 pouces versus un MacBook de 15 ou 16 pouces, le 13 pouces est 44 plus faible en émissions de gaz à effet de serre que le 15 pouces. Fait que des fois, ça fait partie un peu des leviers qu'on pourra se donner, de dire est-ce que ai-je vraiment besoin de ce 2 pouces de plus d'écran? Si oui, pour quelle raison, etc. Donc, l'écran a un fort impact. Et ça, c'est vrai dans les appareils, dans ordinateurs, mais aussi dans les téléphones. Donc, et les tablettes, évidemment. Donc, oui, voilà. puis tu parlais des terres rares, Annie. Les terres rares ne seraient pas si rares que ça, mais ce serait simplement vraiment très complexe d'aller chercher ces matériaux-là. Les terres rares qui sont dans le sol, en fait. Donc, le procédé pour aller accéder à ces terres rares-là est excessivement coûteux au niveau énergétique. D'ailleurs, peu de pays sont présentement dans la production et l'extraction de ces terres rares-là. Donc, voilà.
Merci, très intéressant. Donc, on vous parle de la production depuis le début, hein? On va extraire, après ça, on va assembler, on va produire des pièces, on va assembler. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces produits-là une fois qu'on en a terminé, qu'on a terminé leur utilisation? Ça aussi, ça rentre dans l'équation. Donc, la gestion des produits, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des statistiques de 2019. DEEE, c'est déchets électriques et électroniques. Et donc, c'est ça. En 2019, on disait environ 7,3 kg par habitant, mais total, donc 53 millions de tonnes. C'est l'équivalent environ, parce que des fois, les chiffres, ça ne nous parle pas, hein, 53 millions de tonnes, vous n'avez sûrement pas d'image en tête, clair. Mais c'est environ 350 navires de croisière. Fait que ça donne une idée de la superficie que peuvent occuper ces déchets. Qui en produit le plus? Bien, vous avez le palmarès par continent, là. Donc, l'Amérique, 13,1 millions de tonnes sur ces 53. C'est l'Asie qui arrive en premier lieu, l'Europe un petit peu derrière, donc 12 millions. L'Océanie et l'Afrique c'est plus négligeable comme impact. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets-là? Autre sujet très intéressant. Donc, il y a effectivement, Annie, production de déchets, mais il y a gestion de ces produits-là lors de leur fin de vie, en fait. Donc, quelques chiffres ou quelques données en rafale. Vous dire qu'au Québec, bien, il y a 60% des déchets électroniques qui sont recyclés. On pense entre autres à des organismes ou des initiatives comme les serres puariens, qui sont des lieux de dépôt où on peut apporter nos vieux appareils et tout ça. Donc, 60% des déchets sont gérés. Puis ensuite, autre donnée vraiment intéressante, puis c'est surtout intéressant de les mettre ensemble puis en relation. Donc, il y a 78 pays qui possèdent une législation, une politique en matière de recyclage et il y a 71% de la population totale mondiale qui bénéficie d'une législation en matière de recyclage également. Donc, c'est intéressant de les mettre en relation parce qu'on est heureux de constater que le taux de couverture, donc le 71%, c'est un chiffre qui est quand même satisfaisant, c'est un chiffre qui est quand même élevé. Ça, bien, c'est dû au fait que les pays les plus peuplés sur la planète, on pense entre autres à la Chine et à l'Inde, bien, ont un instrument législatif, donc des lois pour gérer les déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même positif et encourageant. Or, d'un autre côté, ça peut être préoccupant de penser au fait qu'il y a 78 pays sur 195 qui ont une loi en matière de recyclage des appareils électroniques. Donc, à ce niveau-là, on pourrait très clairement faire mieux à l'échelle mondiale, si on veut. On a parlé du poids des appareils, donc de quoi sont-ils faits, la fabrication, etc. Bien là, le deuxième axe dont parlait Annie d'entrée de jeu, bien, ce sont le poids des actions parce qu'il y a la fabrication des appareils, mais il y a aussi ce qu'on fait avec ces appareils-là qui va avoir un impact environnemental notable. Et puis, ça commence par les besoins énergétiques qui sont liés vraiment là, au trafic de données. On parle ici de 55% des émissions de CO2 qui sont causées par ce trafic de données-là, donc par les infrastructures qui sont nécessaires pour transférer les données et puis stocker également les données qu'on utilise. Et puis ça, bien, c'est quelque chose qui est sans cesse en augmentation puisque plus les infrastructures sont performantes, bien, plus on va devenir comme un peu dépendant de ces infrastructures-là en termes de gestion de nos données. Et puis plus on devient dépendant, bien, plus on demande des infrastructures toujours plus performantes. Donc, vous comprenez que c'est un peu exponentiel là, comme situation. Donc, c'est préoccupant. Par contre, c'est intéressant, puis voire même important de mentionner que pour répondre à ça, à ce qu'on pourrait appeler une problématique finalement, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui visent à réduire cet impact-là. On pense entre autres à des systèmes là, super ingénieux qui sont réfléchis à travers la planète de récupération ou de revalorisation de cette chaleur-là qui est générée par les centres de stockage de données. Il y en a même qui vont chauffer des bâtiments complets à l'aide de cette chaleur-là. Donc, quand même, l'être humain est innovant et créatif, donc il arrive à trouver parfois puis à dégager des solutions qui vont pallier à certaines problématiques. Puis, c'est ce qui explique aussi que parfois les centres en général, où on remarque que les centres de données sont installés
situé dans les régions les plus au nord du globe. Fait comme ça, ça répond à un plus grand besoin énergétique en termes de chaleur. Donc, problématique, mais ce n'est pas sans solution non plus. Marjorie parlait de la circulation et le stockage des données, hein. Dans le fond, c'est un fait. Une donnée, normalement, voyagerait en moyenne environ 15 000 kilomètres à cause de la répartition géographique, hein, des différents centres de stockage, des différents serveurs. Pour assurer une espèce de sécurité du réseau, ils sont répartis, interconnectés. Puis, quand on fait circuler une donnée, bien, en général, en moyenne, cette donnée-là voyagerait quelque chose comme 15 000 kilomètres. J'ai fait mes petites recherches. La distance entre Montréal et Paris, là, près de 5 000 kilomètres. Donc, Montréal, Paris, Paris, Montréal, Montréal, Paris, en moyenne pour une donnée qui est échangée. Si on y va plus spécifiquement, là, si on continue à parler de données, lorsqu'on fait une recherche, c'est une information qui est présente un peu partout sur le web, mais moi, je trouve qu'elle est parlante. On dit que dans le fond, lorsqu'on fait une recherche Google, on aurait une empreinte carbone d'environ 7 grammes de CO2. Puis quand on veut faire un parallèle dans notre vie, là, je vous jure, je ne l'ai pas fait pour la présentation, là, je suis un amateur de thé. On parle que faire bouillir de l'eau pour une tasse, là, pour un petit thé, ça équivaut à peu près là, à 14 ou 15 grammes de CO2. Donc, 2 recherches Google équivaudraient à l'énergie nécessaire pour faire bouillir de l'eau pour boire un petit thé. C'est quand même intéressant. Bien sûr, aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites. Il y a une statistique, moi, que j'ai trouvée un peu confrontante. En 1996, l'entreprise Google avait 10 000 requêtes par jour. Elle traitait 10 000 requêtes Internet par jour. Puis en 2006, 8 ans plus tard, c'était toujours le même 10 000 requêtes, mais au lieu d'être par jour, c'était à la seconde. Puis au moment où on se parle, il y a près de 100 000 requêtes Google, de recherche Google qui sont faites à la seconde sur la planète Terre. Donc, faites le calcul en tasses de thé. Ça commence à être une empreinte carbone relativement imposante. Une empreinte carbone, excusez-moi. Voilà. Si on continue sur nos actions, dans le fond, le fait de communiquer entre nous a aussi, pourrait être calculé selon ce que ça coûte comme énergie. Ce que vous voyez là, c'est la BBC qui avait produit un visuel qui ressemblait à ça. On l'a uniformisé pour la présentation, mais il faisait le parallèle entre le fait de se parler autour d'un café. Mais là, Jean-François vient de nous dire que la tasse, elle avait un impact elle aussi. Bref. Si on parle de nos actions vraiment avec le numérique, donc sans le numérique, on serait à la base, c'est celle qui aurait le moins d'impact, jusqu'à se déplacer vers quelqu'un. Là, évidemment, on parle de l'essence, hein, on ne parle pas d'un véhicule électrique. Fait que tout ça, c'est à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant, même en discuter avec les élèves, de voir que un SMS qui passe par le satellite de notre compagnie de téléphone a moins d'impact qu'un courriel, qui a moins d'impact que utiliser une messagerie qui serait web supportée, là, donc en ligne comme Messenger, que transférer un GIF animé, que transférer une photo, que faire un appel vidéo. Évidemment, là, toutes les marches ont l'air bien égales, mais ça ne monte pas comme ça. L'appel vidéo a clairement un impact plus fort que les autres communications. Ce qui est intéressant à savoir, par exemple, on vous le dira tantôt dans les leviers qu'on possède, quand on dit envoyer un courriel, ça a un certain poids énergétique, c'est vrai. Quand il s'agit surtout d'y ajouter des photos ou une pièce jointe. Donc, dans une situation comme celle-là, la question se pose, est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer le PDF ou je pourrais simplement mettre le lien vers le document qui est déjà dans le nuage ou dans le cloud, là, dépendant de comment vous voulez l'appeler. Alors, tout ça, ça peut faire partie des choix qu'on fait comme citoyens par rapport à notre impact environnemental.
Vraiment intéressant. Puis là, Annie, dans le fond, vient de vous parler de gestes plutôt individuels qu'on pose de façon individuelle. Maintenant, je nous amène à réfléchir à l'usage de l'intelligence artificielle, le recours à l'intelligence artificielle qui est de plus en plus grand, de plus en plus présent là, vraiment à grande échelle dans la société, qu'on pense au traçage, qu'on pense au déplacement, à la médecine. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle s'impose comme une manière de faire pour rendre plus efficaces les pratiques humaines. Et bien, selon des chercheurs de l'Université du Massachusetts, pardon, je vais le dire, donc entraîner des réseaux de neurones qui vont permettre le deep learning, l'apprentissage profond d'une intelligence artificielle, eh bien, ça consommerait autant d'énergie que 5 voitures de leur production jusqu'au moment de leur fin de vie. Donc, à partir du moment où elles sont créées et puis qu'on les remise, donc 5 voitures, c'est l'énergie qui serait nécessaire pour entraîner une intelligence artificielle. Nous, on adore les équivalences, donc ça donne quand même un portrait général. Et puis, pourquoi ça prend autant d'énergie que ça? C'est que pour les exercices, ça prend vraiment beaucoup d'appareils en soutien pour le traitement de ces données-là. Et ça va être extrêmement long également. On va devoir stocker une quantité phénoménale de données pour l'entraîner, pour que cette intelligence artificielle-là devienne de meilleur en meilleur pour ensuite pouvoir accomplir les tâches qu'on lui demande. Donc, c'est quand même préoccupant, surtout que la place de l'intelligence artificielle est grandissante, comme je le disais, dans différents domaines. Par contre, nous, on aime toujours réfléchir aux choses avec nuance. C'est quand même important de mentionner que des technologies comme celle-là permettent désormais de déceler plus rapidement puis plus efficacement des cancers qui vont venir remplacer parfois même plusieurs spécialistes sur un domaine. Et bien, l'intelligence artificielle va permettre d'arriver à des résultats de façon beaucoup plus efficace. Donc, c'est certain que c'est important aussi de le mettre dans la liste des informations dont on doit tenir compte pour réfléchir à cette question-là. Merci, Marjorie. Avant de passer là, à une autre section de la présentation, on voulait terminer ce flot incessant de faits, de données et de chiffres en attirant votre attention là, sur les données sombres, le dark data. Dans le fond, on dit dans le fond que les données sombres représentent environ 90% dans certaines organisations et sont responsables de 6,4 milliards de tonnes de CO2 par année. Ces données sombres, ce sont les données que l'on n'utilise pas. Pensez à ces courriels de 2005 qui sont toujours dans votre boîte Hotmail. C'est un très bon exemple de ce que sont. Oui, c'est ça, je vois Annie qui se cache. Oups! Courriel pour l'achat de billets pour aller voir Jennifer Lopez là, dans votre boîte de Hotmail. Bref, ce sont les données qui sont inutilisées. Ce qui est super intéressant de se rappeler, tout à l'heure, Marjorie disait que le stockage de données représentait 55% de l'empreinte écologique de l'utilisation du numérique, mais de ce 55%-là, il y a un 30% qui serait en lien avec les données sombres qui sont stockées un peu partout et totalement inutilisées, c'est-à-dire que il y a là une réflexion à y avoir. Puis, on va s'en reparler là, un petit peu plus tard là, dans la sobriété numérique. Puis, j'aurais le goût de conclure cette section de données et de faits en vous disant qu'il y a des gens qui avaient fait des calculs savants pour réfléchir au total de toutes ces données-là. Puis, on pourrait estimer que si on regroupait l'empreinte carbone de toute l'utilisation des infrastructures et de l'utilisation du web, là, ce serait quelque chose comme le 6e ou 7e pays mondialement au niveau de la consommation énergétique. Donc, il y a quelque chose là de gigantesque au niveau de l'impact. Donc, ça fait réfléchir tout ça. Voilà. Oui, puis si je peux me permettre, dans le fond, tous ces chiffres mis ensemble, l'industrie du numérique ou l'industrie digitale va surpasser en termes d'empreinte environnementale, d'empreinte carbone, l'aviation civile. Fait que des fois, je ne sais pas chez vous, à l'endroit où vous trouvez dans le monde, mais des fois, on se fait... On est invité à réfléchir sur notre impact environnemental en lien avec les voyages. Puis ça ne veut pas dire de ne pas le faire, loin de moi.
l'intention de vous dire le contraire, sauf qu'on oublie souvent de parler du numérique, hein, qui a un plus fort impact encore que l'aviation civile. Donc, ceci étant dit, il nous reste deux petites choses à vous présenter avant de passer vraiment à une partie qui s'adresse à nous, les citoyens, et à nous, les pédagogues, donc les leviers. Et cette première section, ce sont deux petits principes, donc il ne faut pas oublier quand on réfléchit à l'impact environnemental du numérique. Le premier, c'est l'éco-blanchiment. Le deuxième, c'est l'obsolescence programmée. Donc, qu'est-ce que c'est l'éco-blanchiment? En anglais, on appelle ça le greenwashing. Et c'est le fait de... C'est un principe marketing, hein, qui invite les compagnies ou qui va inciter les compagnies à présenter des produits comme s'ils étaient verts. Comme présentement, Jérôme a un fond vert derrière lui. On ne sait pas trop si c'est... Mais non, c'est une blague. Je vous montre des exemples vraiment plus concrets de ce que ça peut être, le greenwashing. Donc, une image trompeuse de responsabilité écologique. Vous voyez certains produits, puis encore une fois, loin de moi l'idée de vous dire que les couches Huggies ne sont pas des bonnes couches. On ne parle pas de l'utilisation de la couche. On parle juste de la façon de la présenter, donc le marketing. On va inventer aussi une panoplie de labels qui vont venir dire « Ah oui, ça c'est vérifié, ça c'est vérifié, etc. » Et pourtant, il y a des organismes officiels qui ont le mandat de le faire. Fait que c'est important de les connaître. Donc, avoir ça dans la mire aussi, hein, quand on nous dit qu'un produit est écologique, ben, il faut aller un petit peu plus loin que son emballage. Un autre concept là, pour réfléchir, dans le fond, c'est celui de l'obsolescence programmée. Nous, on vous le présente, dans le fond, selon 3 sous-catégories, c'est-à-dire l'obsolescence technique, l'obsolescence esthétique et l'obsolescence logicielle. L'obsolescence technique, hein, c'est en fait l'obsolescence en général, c'est-à-dire qu'il y aurait un moment qui serait programmé pour que certains appareils cessent de fonctionner. Quand on parle de l'obsolescence technique, c'est qu'une de ces composantes, pensons une certaine partie du matériel cesse de fonctionner, donc tout le reste du matériel arrête de fonctionner. Quand on parle d'obsolescence esthétique, pensez à tous ces appareils lancés, par exemple, par la compagnie Apple qui sont de plus en plus jolis et qui vont venir nous appeler au niveau esthétique, au niveau affectif. Puis, il va y avoir une espèce de désuétude en lien avec les appareils précédents, donc on a envie de changer. Puis finalement, l'obsolescence logicielle, c'est tout ça le dit, hein, tout le software qui supporte les différents appareils qui éventuellement cessent de fonctionner. Là, je pourrais vous parler de mon imprimante à la maison qui est pratiquement neuve et je n'arrive plus à imprimer avec cet appareil-là, pas parce qu'il est cassé, pas parce qu'il a changé de fonction, c'est-à-dire imprimer sur du papier, mais tout simplement parce que mon ordinateur n'arrive plus à discuter avec mon imprimante. Donc, le logiciel n'est plus mis à jour, n'est plus supporté par la compagnie. Donc, j'ai dû apporter mon imprimante pour fin de recyclage alors qu'elle était pratiquement neuve. Donc, voilà pour l'obsolescence programmée. Et devant toutes ces données, en fait, on a souvent l'impression de ne pas avoir un très grand contrôle sur les choses, que ce soit dans les stratégies marketing dont parlait Annie ou que ce soit en termes d'obsolescence de nos appareils. On a comme un peu l'impression qu'on ne peut rien faire. Donc, tout naturellement, le citoyen va se dire, ben OK, je vais agir là où je le peux. Donc, je vais retourner au papier plutôt que d'utiliser une liseuse ou d'utiliser la tablette. Donc, il y a plein de choix comme ça qui se présentent à nous là, au quotidien. Puis c'est important, dans le fond, d'avoir les outils ou d'avoir les informations pour bien y réfléchir. Donc, dans ce cas précis de la j'ai pas envie de dire la guerre, là, mais de la rivalité entre le papier et le numérique à des fins de lecture, la question se pose, hein, puis la réponse est vraiment pas si naturelle et si aisée que ça, parce que en gros, ça va dépendre de plein de choses lequel on devrait privilégier. Ça va dépendre de la nature des contenus qu'on consomme et qu'on consulte. Ça va dépendre du nombre de lectures qu'on compte en faire. Est-ce qu'on désire conserver ou pas un document? Comment est-ce qu'on va le stocker? Et puis, au top, donc en haut de la liste de toutes ces questions-là, il y a celle de la fin de vie. Donc, que va-t-on faire en fin de vie de, par exemple, un livre ou de la tablette? Est-ce que le livre sera recyclé? Est-ce qu'il sera redonné? Est-ce qu'on le retourne à une bouquinerie? Bon, etc. C'est à ce moment-là, donc lorsqu'on se pose la question de la fin de vie des appareils, qu'en général, donc roulement de tambour, le papier ressort grand gagnant, dans le fond, quand on se pose cette question-là. Et puis, pour mettre des chiffres là-dessus, on considère qu'un livre équivaut à un poids de
entre 1 et 7,5 kg en carbone, alors qu'une tablette va avoir entre 150 et 250 kg de traces carbone. Et donc, si on faisait le calcul, on se rendrait compte qu'il faudrait lire plus de 20 livres par an sur une liseuse ou sur une tablette électronique pour que ce choix-là devienne, dans le fond, plus judicieux finalement que de s'en tenir au papier. Donc, si ça peut vous aider dans le futur à faire des choix, vous pouvez mettre ces chiffres-là à l'agenda. Donc, quels sont nos leviers? Qu'est-ce qu'on possède? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire notre empreinte carbone, à part choisir le papier puis les crayons? Il y a deux grands principes qui pourraient nous guider, là, qui ne vous sont probablement pas inconnus. Donc, d'une part, l'hygiène et d'autre part, la sobriété. Hein? Ça pourrait s'appliquer à toute la vie en général. Et là, faisons l'analogie et appliquons-le avec le numérique. Et regardons, l'hygiène numérique, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tous les petits gestes qu'on met en place pour essayer de réduire notre impact du numérique et d'être donc plus propre sur le plan environnemental. Hein? Mais le but, c'est de faire l'analogie avec l'hygiène, vous aviez compris. Est-ce que tu es propre du nuage? Et donc, ça se traduit par une certaine question qu'on pourrait se poser. Comme je vous disais tantôt, est-ce que dans le courriel que j'envoie, je dois mettre une pièce jointe ou je peux simplement pousser un lien qui va être autant utile à la personne? Puis ça ressort beaucoup, c'est l'intention qui va compter. Est-ce que c'est mon testament, le document, puis effectivement, il doit être en PDF, puis je dois en posséder une copie pour mettre dans un disque dur externe, etc. Fait que le but, c'est pas de vous dire quoi faire ou quoi pas faire, mais plus quelles questions pourraient nous guider pour une plus grande hygiène numérique. Le tri des courriels, Jean-François vous en a parlé tantôt, c'était le fun. Jennifer Lopez, est-ce qu'on a besoin de la copie du courriel, des billets? La durée de vie des appareils. Des fois, comment dire, il y a certains critères qui vont nous guider dans le choix d'un appareil. Est-ce que sa durée de vie en fait partie? Est-ce que je suis prêt à payer un petit peu plus cher pour un appareil qui va durer vraiment plus longtemps? Puis vraiment, définir vraiment. Donc, une question qu'on peut se poser. Et finalement, au début, on vous disait que l'empreinte carbone, c'est oui, les matériaux de l'appareil, mais c'est aussi sa dépense énergétique. Donc, est-ce qu'elle a un faible rendement énergétique? Il y a un label qui s'appelle Energy Star. Je ne sais pas si vous en avez, si c'est international. Mais le fait d'éteindre son appareil par-ci, par-là, fait en sorte que, premièrement, on augmente sa durée de vie, puis deuxièmement, ça va faire en sorte qu'il ne sera pas tout le temps branché dans le mur et qu'il n'y aura pas une constante ressource énergétique d'utiliser. Donc, voilà quelques petits trucs maintenant. Utiliser des applications comme CleanFox et ça fonctionne. On a fait le test. Donc, ça vient pas effacer des choses dans votre téléphone à votre place, mais ça vient vous dire, OK, cette application-là ou ces applications-là, ça fait plus de 2 ans que vous ne les avez pas utilisées. Est-ce que vous en avez encore vraiment besoin? Tu sais, des applications comme, mettons, payer le parcomètre ou le parking de rue dans une ville qu'on a visitée il y a 3 ans et demi. Bon, cette application-là est-elle encore nécessaire? Supprimer des courriels lourds aussi. Il y a des téléphones qui le font de façon systématique. Je sais que Samsung a ça. Donc, ils vont pointer directement vers les courriels ou les fichiers qui prennent le plus grand espace. Donc, écoutez ces fonctions-là ou télécharger une application qui peut le faire et se désabonner de listes d'envoi inutiles. Bon, ça, c'est pas toujours le fun. C'est bien plus simple de mettre le courriel à la corbeille et de vider la corbeille. Hein? En passant, il faut vider les corbeilles pour que ce soit effectif. Mais des fois, par-ci, par-là, si on se donne un objectif, OK, cette semaine, toutes les listes d'abonnements que je reçois, auxquelles je n'ai pas besoin, que je n'ai pas envie, que je ne le lis pas de toute façon, je le fais, je me désabonne. C'est supposé être simple. Il est supposé avoir les compagnies, on devait s'engager à faire en sorte que ce soit simple de se désabonner, pour peu qu'on se donne le temps de le faire. Fait que moi, je vous lance le défi. Faites-vous, comme là, il y a une semaine d'éco-citoyenneté avec MLF Monde, peut-être vous faire une semaine de désabonnement. Ça peut être une intention noble et simple.
C'est drôle que tu parles de ça, Annie. Moi, je me suis lancé le défi d'essayer de rentrer dans mon courriel personnel et de supprimer une 50aine de courriels par jour. Ça me prend environ 10 minutes, puis j'ai l'impression que je vais y arriver bientôt. Je vais arriver au billet de Jennifer Lopez bientôt. J'y arrive. C'est ça, exactement. D'en faire un petit peu à tous les jours. Un autre concept, hein, c'est la sobriété numérique. Dans le fond, c'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental qu'on peut avoir avec l'usage du numérique en réduisant justement cet usage-là. Dans le fond, comment on peut se procurer des appareils qui sont moins puissants, comment on peut les changer un petit peu moins souvent, comment en fait on peut maximiser l'usage qu'on fait de nos appareils. Encore une fois, on peut se poser des questions. Je ne sais pas si c'est actualisé, mais je sais qu'il y avait une intention d'offrir des formations aux plus jeunes en France là, à compter de cette année ou de l'année dernière là, par rapport à la sobriété numérique. C'est un terme dont on entend de plus en plus parler. Il y a quelque chose là de vraiment intéressant au niveau de l'éducation. Bref. Alors, quelques questions qu'on peut se poser pour savoir si on est propre de ces appareils. Quand vient le temps d'utiliser son téléphone, son smartphone, est-ce qu'on l'utilise avec le réseau Wi-Fi ou plutôt on va utiliser la connexion cellulaire? Ça n'aura pas le même impact. Est-ce qu'on utilise, comme le disait tout à l'heure Annie, des grands ou des petits écrans? Évidemment, plus grand écran égale plus de ressources nécessaires, plus grande consommation à l'usage aussi, donc impact environnemental un petit peu plus grand. Quand on échappe son portable sur la céramique dans la cuisine, est-ce qu'on le fait réparer ou on en achète un nouveau? D'autres questions intéressantes. Puis finalement, est-ce que quand vient le temps d'utiliser ces appareils, est-ce qu'on essaie de voir vraiment quand c'est le bon moment ou vraiment on l'utilise un peu de façon très, très, très ouverte à n'importe quel moment sans tenir compte vraiment des usages qu'on pourrait un petit peu limiter. J'ai envie de vous parler là, rapidement de Fairphone. Vous en avez peut-être entendu parler parce que tout à l'heure, je vous parlais, merci Annie, de réparation ou d'achat. Fairphone, hein, c'est une compagnie qui existe, qui a été réfléchie pour que chacune des composantes du téléphone soit facilement remplaçable par son usager. Donc, c'est une initiative qui est intéressante pour prolonger la durée de vie de certains des appareils qu'on utilise. Merci. Qui est vraiment intéressant dans ce que Jean-François vient de nommer comme genre de dilemme, hein, les questions ou les choix auxquels on est confronté quand vient le temps de choisir un appareil ou un autre. Ben, au fond, hein, ça met différentes choses en jeu, comme par exemple une plus grande ou une moins grande performance, un coût plus élevé ou moins élevé, une plus grande facilité puis une plus grande liberté ou une moins grande liberté et une moins grande facilité. Puis ça, ben, quand on est en contexte professionnel, en contexte éducatif, pédagogique, ben, ces enjeux-là deviennent vraiment, vraiment importants. Puis ça devient nécessaire de s'y pencher quand vient le temps de faire certains choix d'appareils, comme par exemple à l'échelle d'une équipe école, donc de quel type de flotte d'appareils, par exemple, on va se doter, quelles pratiques je vais préconiser dans ma classe, mais aussi quelles seront mes intentions pédagogiques finalement, puis selon ces intentions pédagogiques-là qui sont à la base de certaines activités ou certaines tâches, ben, qu'est-ce qui sera nécessaire ou pas d'utiliser comme appareil. Et puis ces choix-là ou ces réflexions-là vont pas toujours de soi. Vous en avez un exemple à la diapositive suivante qui est un cas de figure là, assez répandu. On a mis Edpuzzle et le logo de YouTube, mais évidemment, il y aurait plein d'autres applications qui auraient pu être mises en opposition. Mais au fond, ici, ce qu'on explique comme dilemme, c'est est-ce qu'on place davantage nos élèves, par exemple, seuls avec un appareil pour visionner ou pour écouter quelque chose, une production, ou encore on utilise une application qui permet de le faire en groupe, tout le monde ensemble. Bien, c'est certain qu'on parlait d'entrée de jeu, de valeur ajoutée. Dans un cas comme dans l'autre, bien, on aura des gains pédagogiques. Il y a certaines choses qu'on doit plus laisser de côté. Donc, ça devient nécessaire à chaque fois qu'une tâche ou une activité se présente, bien, ça devient nécessaire d'ouvrir la réflexion finalement, puis de faire un choix qui s'impose et puis qui est vraiment en cohérence avec l'intention pédagogique puis les apprentissages qu'on a prévus pour nos élèves.
Et c'est la raison pour laquelle tout ça, ça nous place des fois devant l'espèce d'obligation de passer par un processus décisionnel qui tient compte de différents critères puis de certains éléments de réflexion. Puis le premier qui doit être, on l'a mis en plus gros, hein, puis on l'a mis en exergue, le premier qui doit orienter nos choix, c'est celui de l'apprentissage. Donc, est-ce que notre usage des appareils numériques et du numérique en classe est au service de l'apprentissage ou si c'est juste pour amener nous, on l'appelle l'effet wow. Hein? Donc, est-ce que c'est pour générer une genre de motivation qui, au final, est un peu artificielle ou c'est réellement cet usage-là apporte une valeur ajoutée? Bon, une fois que ça, c'est déterminé et qu'on dit oui, c'est bon, c'est au service de l'apprentissage, il y a d'autres critères, finalement, qui peuvent entrer en ligne de compte. Comme par exemple, est-ce nécessaire ou non que l'élève ait un appareil pour lui-même ou s'il n'y a pas possibilité de les rassembler en diade, par exemple, ou en sous-groupe. Donc, il y a différentes alternatives parfois qui sont possibles. Est-ce que les appareils que j'utilise ou l'application que j'utilise nécessitent des mises à jour vraiment récentes ou si c'est possible, encore là, de penser à certaines alternatives. Est-ce que je dois utiliser un appareil ultra performant ou si je pourrais finalement me contenter d'appareils qui sont comme un peu moins performants, mais qui vont me permettre d'utiliser des applications qui vont me faire arriver à mes fins pédagogiques quand même. Donc, on peut le voir, c'est illustré comme ça, on aurait pu le voir aussi comme un genre d'arbre décisionnel qui contient différents critères pour m'aider dans mes décisions à titre de pédagogue. Pour vous donner un exemple, dans le clavardage, tantôt, je vous ai mis le lien vers notre site web. Donc, on en a deux, là, mais vers un de nos sites web, celui qui va supporter là, ce mandat qu'on a de développer la citoyenneté, de développer des ressources qui vont supporter les enseignants dans le développement de cette citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, deux activités qu'on vous propose. La première à droite, ça s'appelle « Donnez-moi de l'oxygène ». Je vous laisse 2 secondes pour apprécier le jeu de mots. Donc, c'est une activité qui a été bâtie par les collègues du récit avec des enseignants de sciences qui s'adressent plus à des élèves plus vieux. Ici, on dirait deuxième cycle du secondaire, mais si je veux dire des âges, je dirais entre 15 et 17 ans, où donc on va refaire en fait ce petit parcours-là là, de données, de statistiques, etc., pour essayer de s'outiller par rapport au numérique. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une initiative française qui s'appelle l'École des réseaux sociaux. Et donc, ils ont cette activité là, qui parle d'équilibre, donc un peu de sobriété numérique par le fait même. Alors, quand on choisit, on peut faire le choix de quel appareil on va utiliser en classe pour voir tel ou tel contenu, mais on pourrait choisir aussi que notre contenu lui-même soit sur l'impact du numérique et de faire réfléchir nos jeunes sur ces ressources-là. Donc, Marjorie vous met le lien dans le clavardage. Merci Jérôme, à bientôt. Donc, vous met le lien dans le clavardage si vous voulez aller visiter notre site. Je ne vous dis pas que ça ne traite que d'empreinte du numérique. Au contraire, on en a très peu. On est encore en développement sur ce sujet-là, mais il y a plein d'autres sujets qui pourront peut-être vous intéresser. Alors, voilà pour ça. Donc, on peut choisir de l'intégrer même à ses contenus. Tel était l'objet de cette diapositive. On se demandait où on pouvait avoir un impact dans nos écoles, dans nos milieux éducatifs. Maintenant, comment on peut choisir des appareils, puis on fait référence beaucoup aux achats de flottes d'appareils numériques. Chez nous, au Québec, c'est quelque chose qui est assez généralisé maintenant. C'est-à-dire que dans chacune des classes, les élèves vont avoir accès, sans dire à un appareil personnel, là, mais certaines flottes vont être achetées puis vont circuler dans les écoles pour que les élèves puissent utiliser un appareil par élève. Comment on peut s'assurer que les choix qu'on va faire lors de l'achat de ces appareils-là peuvent être écologiquement intéressants? On s'est donné quelques critères pour y réfléchir. D'abord, on rappelle que la présentation sera distribuée et que dans le fond, on peut réfléchir à la date de fin des mises à jour, la fameuse EMA. Normalement, dans les appareils, une date s'y trouve, une espèce de date d'expiration du support technique du fournisseur.
Donc, par exemple, si on prend un Chromebook puis on va dans les réglages, on va voir que, par exemple, cet appareil-là sera supporté jusqu'en, je ne sais pas, 2023, 2024. Donc, parfois, quand vient le temps d'acheter des appareils, on peut se dire, ah, voici un appareil à rabais, c'est intéressant, mais lorsqu'on voit la date la date de la fin des mises à jour, je m'excuse, mais on se rend compte que ce n'est pas un achat qui est très, très, très pertinent. Finalement, aussi l'indice de réparabilité. Est-ce que c'est un indice là, qui est disponible en France? C'est malheureusement pas encore disponible au Canada, mais dans le fond, est-ce qu'un appareil est réparable? Est-ce que les pièces qu'on a besoin pour réparer cet appareil-là, est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce que le coût de ces pièces-là est intéressant? Bref, quand on se posait la question tout à l'heure, est-ce que je répare ou je change mon appareil? Avec ce fameux indice de réparabilité-là, on arrive à prendre une meilleure décision. Tout à l'heure, Annie parlait du logo Energy Star. Certaines compagnies vont aller chercher cette espèce d'accréditation-là. C'est une organisation qui est gouvernementale ou paragouvernementale, aux États-Unis gouvernementale, qui, dans le fond, va décerner une accréditation pour certains appareils pour prouver leur efficacité énergétique. Donc, avant d'acheter une flotte pour une école, on peut aller valider le modèle, voir si en fait cet appareil-là a une certaine efficacité énergétique. Puis finalement, en 2017, la date commence à être un petit peu plus loin, mais c'est que ça demeure quand même excessivement intéressant. Greenpeace a étudié les plus grandes compagnies qui fabriquaient du matériel numérique, puis les a classées selon différents critères pour savoir lesquels avaient en fait le plus grand impact écologique. Donc, c'est un rapport qui classe ces différents producteurs d'appareils-là. Puis ça peut nous permettre des fois de prendre des décisions, encore une fois, qui sont plus éclairées. Voilà. On a parlé beaucoup en cours d'atelier de l'importance de la fin de vie des appareils, donc de gérer les appareils lorsqu'ils deviennent désuets, justement. Donc, ça s'impose de se demander qu'est-ce qu'on fait avec nos flottes d'appareils qui, justement, comme tu le disais, Jean-François, un peu, qui fonctionnent moins bien ou qui arrivent, que certaines mises à jour arrivent à terme, à échéance. Donc, quelles sont les options ou les solutions qu'on peut envisager finalement pour maximiser ou pour optimiser leur fin de vie? Il y a premièrement l'idée ou la solution suivante, c'est-à-dire que même si les appareils sont plus assez performants pour faire certaines choses, comme par exemple de la réalité virtuelle, par exemple, peut-être le sont-ils encore suffisamment pour d'autres usages, comme par exemple utiliser la caméra, utiliser les calculatrices, les dictionnaires électroniques en ligne via une application qui serait installée, des livres audio, etc. Donc, il y a différentes applications qui sont beaucoup moins demandantes en termes de performance et qui peuvent donc être encore utilisées par des groupes d'élèves au sein d'un établissement scolaire. Lorsque c'est plus possible ou qu'on fait le choix littéralement de changer, il y a différents programmes qui existent dans les pays. Nous, ici, on en a aussi. Puis au Québec, on en a un organisme qui vise à remanier, à réparer puis à remettre à neuf les ordinateurs ou les flottes d'appareils qui sont rendus désuets dans certaines écoles. Et puis, on va donc les remettre à neuf et puis les remettre dans la circulation. On va les proposer notamment à des organismes, à des bibliothèques ou dans certaines autres écoles aussi. Donc, il y a cette voie-là aussi de la remise à neuf via certains programmes qui existent et ça nécessite de s'en informer. Mais ça existe et ça fonctionne. Ça peut être une belle option pour une deuxième vie ou du moins pour allonger la vie de certains appareils. Oui, finalement, on voulait réfléchir un peu autour du choix des logiciels. L'exemple qu'on vous présente, c'est une compilation, en fait, qui a été faite des différentes plateformes de visioconférence. Puis, dans le fond, ici, c'est juste de mettre en lumière que le choix des logiciels a un impact, effectivement, sur l'empreinte écologique, puis que certains sont plus performants que d'autres. Puis, si on ne se pose jamais la question, en fait, on n'aura jamais la réponse. Donc, c'est intéressant de voir, par exemple, je sais que nous, dans l'équipe, on utilisait beaucoup là, la plateforme de visioconférence Whereby pour se rendre compte éventuellement qu'elle n'était pas si performante que ça. Puis, quand on regarde en tête de liste, là, tu sais, elles sont relativement près les unes des autres. Là. Dans le fond, Teams, Google Meet, Zoom, des plateformes que généralement on voit passer. Peut-être que vous en connaissez, vous en utilisez, que moi je ne connais pas. Mais on se rend compte aussi, là, dans le fond, que selon les plateformes, elles n'ont pas la même efficacité au niveau de l'empreinte
écologique. C'est juste une petite mise en lumière aussi là, par rapport à l'usage de ces plateformes-là. Finalement, quand il s'agit d'acheter des flottes d'appareils ou de faire l'acquisition d'appareils, que ce soit pour un centre scolaire ou plus personnellement, il y a plusieurs choix qui pourraient nous guider plus personnellement au niveau professionnel, je veux dire. Plusieurs choix qui pourraient nous guider. Et il y a Louis Derac, là, vous allez voir son nom est cliquable, qui nous propose cette triple logique. Il dit qu'il y a 3 critères principaux qui devraient nous guider. Donc, sur le plan pédagogique, est-ce que ça remplit les intentions pédagogiques et d'apprentissage de mes élèves? La logique écologique devrait être aussi dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger l'environnement et donc on devrait en tenir compte quand il s'agit de faire l'acquisition d'appareils. Et la dernière, c'est la logique économique parce que personne ne peut ignorer ces enjeux financiers-là. On le sait, hein, surtout quand on voit que des dates, des indices de réparabilité comme ceux que vous verrez en cliquant ou des dates de mise à jour, de dernière mise à jour, ben, ça a un fort impact financier. Tout ça, on le savait peut-être un peu déjà. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit que non seulement ces 3 critères-là devraient être utilisés, mais qu'ils devraient l'être dans cet ordre-là. Donc, notre première préoccupation, elle devrait être pédagogique. Puis, il faudrait qu'elle soit environnementale avant d'être économique. Et puis, je pense que personnellement, là, j'ai peut-être un éditorial, là, mais il est là le nerf de la guerre, dans le sens où nos sociétés vont souvent se pencher sur qu'est-ce que j'ai les moyens d'acheter, mais les questions sont plus larges que ça, comme on a essayé de vous le démontrer aujourd'hui. Donc, oui, ben, c'est ce qui conclut finalement cette présentation. On vous laisserait avec ça. Je donne la parole à Jean-François qui lève la main, tel un élève modèle. Non, mais moi, j'aurais envie d'ajouter que lorsqu'on parle d'éco-citoyenneté avec nos élèves, parfois, ils nous renvoient à cette image que ils ont peu d'impact sur ce qui se passe présentement. Ils ne conduisent pas de voiture, ils n'achètent pas de maison, ce n'est pas eux qui sont responsables des choix alimentaires à la maison, faire l'épicerie, etc., etc. Mais l'empreinte digitale, la réflexion par rapport à l'utilisation des appareils numériques, ils ont un impact, ils ont une poignée réelle sur ça, puis ça augmente leur pouvoir d'action et c'est là que ça devient intéressant pour eux, je pense. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter à ta déjà très belle conclusion, Annie. Et donc, ben, pour vraiment terminer la dite chose, on vous invite d'une part à garder des traces de cette. Puis là, on vous invite à garder des traces, ça ne marche pas, hein, c'est pas logique. Ceci étant dit, cette présentation est disponible à l'adresse suivante, monurl.ca/empreinte MLF. Donc, il y en a beaucoup qui nous l'ont demandé dans le clavardage. Elle vous appartient, elle demeure. Donc, si vous voulez y référer, allez cliquer sur les multiples liens dont on vous a parlé, la présenter vous-même à votre centre scolaire, la présenter à vos élèves. N'hésitez pas, faites juste changer mettez votre photo, mettez votre nom. C'est libre de droit. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui demeurent, si vous avez des idées, des suggestions, des rétroactions à nous faire, on est super preneurs. Simplement utiliser nos adresses courriels qui sont là. Donc, notre prénom, notre nom de famille à commercial récit.qc.ca. Ça a été un plaisir. On vous souhaite bon avant-midi, bon dîner, bon déjeuner, dépendant de l'appellation que vous utilisez. Bonne nuit, bon café. Bonne Garde. journée. Bonne Ouais, journée. merci. Merci à tous les 3, c'était passionnant. Et je pense que ça a apporté plein d'éclairages absolument incroyables. D'ailleurs, dans la boîte de dialogue, on le voyait, hein, des collègues qui disaient merci, très intéressant. Et je pense que ça change un peu le paradigme et la façon de voir un petit peu des outils qu'on utilise au quotidien, que ce soit à titre personnel, mais aussi dans le cadre de nos missions respectives. Ça Je ne fait sais pas s'il y super a des plaisir. questions particulières, il nous reste encore 2 petites minutes. En tout cas, un grand merci à tous les 3. C'était vraiment à la fois dynamique, passionnant, et ça donne envie de continuer à faire des recherches sur ce sujet ô combien actuel. Merci Marc, merci tout le monde. Oui, merci. On se sent bien privilégié d'être parmi vous aujourd'hui. C'est gentil, merci à vous pour cette intervention.
La soirée continue, hein, puisqu'il y a 2 autres interventions, 18h heure du Maroc et 19h heure du Maroc aux heures de Paris. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir été là. Merci à vous 3, Marjorie, Annie et Jean-François. Et puis, au plaisir de vous retrouver très vite. Merci, À au bientôt. Tout le plaisir. monde. Bye. Au Merci. revoir. Au revoir à toutes et tous. Merci d'avoir été là.